Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Pour ma part, j'ai bien lu. J'ai lu 3 romans dans des styles complètement différents et je vais vous donner mon avis. D'abord, je bois un petit coup. Donc, je vais vous donner mon avis. Alors, il y a un audio et il y a 2 e-books. Il y a une petite déception, hein, tant dire les choses comme elles sont. Une petite déception et 2 excellentes lectures. Voilà. Donc, j'ai écouté la semaine dernière en audio grâce à la plateforme NetGalley le nouveau roman de Serena Giuliano, Felicita, dont je vous mettrai la petite vignette ici. C'est le premier roman que je lis de cette autrice. J'en entends beaucoup parler sur les chaînes de Flow & Books, de Petites Lectrices, de Madame Chachali. Je me suis dit, tiens, à l'occasion, il faudrait que j'essaie. Et du coup, son nouveau roman était disponible en service presse audio sur NetGalley. Donc, j'ai fait la demande. Donc, j'ai été acceptée et donc j'ai pu découvrir la plume de Serena Giuliano et quelle n'a pas été ma surprise de constater que c'était l'autrice elle-même qui racontait l'histoire de son propre roman. Et j'ai trouvé ça particulièrement cool. Voilà. Donc, dans cette histoire, on suit Valentina qui est elle est wedding planeuse. Elle organise les mariages pour des couples. Et elle organise ses mariages dans une villa sur le lac de Côme, qui est, si vous connaissez un petit peu, un endroit absolument idyllique en Italie. C'est absolument sublime. Et c'est un endroit qui est, somme toute, assez propice pour célébrer l'amour, le bonheur et la félicité. Sauf que, Valentina, elle est en souffrance quand même depuis quelques semaines, depuis l'annonce de la mort brutale de sa meilleure amie Azzurra. Donc on le sait, hein, dès le premier chapitre, les raisons de la souffrance de Valentina. Et voilà, elle souffre, elle est en plein deuil de sa meilleure amie, qu'elle considérait vraiment beaucoup plus que comme son amie, comme une sœur, comme une âme sœur fraternelle quelque part. Enfin voilà, c'était beaucoup plus qu'une amitié pour elle et pour Azzurra aussi. Et voilà, la seule chose qui arrive encore à la consoler, c'est de voir sa petite filleule, la fille Azzurra, Bianca, qui a 1 an. C'est une petite fille absolument adorable. Et du coup, Valentina prend son rôle de marraine extrêmement à cœur. Et elle considère du coup que Bianca est le seul lien qui la rattache encore à sa maman. Bon, elle a aussi son travail, mais bon, heureusement qu'elle a une équipe en or qui permet malgré tout d'avancer. Et elle a son petit chien aussi, Toto. Ce petit chien, il est trop mignon, il est adorable. Bon, il aime pas beaucoup marcher. D'abord, elle l'appelle sa saucisse. Moi, j'ai trouvé ça très drôle. Enfin bref, et donc tout au long du roman, on va suivre Valentina dans son très difficile travail de deuil d'Azzurra. On va apprendre comment elles se sont rencontrées toutes les deux, comment leur amitié est née, toute leur vie à toutes les deux en l'espace de quelques chapitres. Et aussi on va suivre également le quotidien de Valentina. Et autant vous dire que organiser des mariages, s'apparente souvent à monter un péplum. On part sur le papier d'une magnifique cérémonie émouvante et tout, et finalement on se retrouve soit dans un vaudeville, soit dans une tragédie grecque. Mais voilà,
Sur le papier, tout va bien, mais alors, sur le moment, eh bien, il y a toujours quelque chose qui fait que ça va partir en sucette. Et là, on a quand même des moments très drôles qui pimentent un petit peu le quotidien de Valentina, qui apportent un peu un souffle de légèreté à ce roman quand même assez émouvant, assez bouleversant même. Parce que j'ai souvent eu ces petites boules là dans la gorge en écoutant Serena Giuliano prêter sa voix aux émotions de Valentina. Et comme on dit toujours, hein, on choisit pas sa famille, on choisit pas sa famille, on choisit ses amis, on choisit sa famille de cœur. Et là, bah, Valentina, elle a vraiment choisi Azzurra et tout de suite elles se sont hyper bien entendues, c'était fusionnel entre elles et j'ai trouvé cette histoire vraiment très belle, très émouvante et je souhaite vraiment à tout le monde d'avoir une relation aussi forte avec sa ou son meilleur ami, à tout le monde, parce que franchement ça apporte, voilà, j'ai beaucoup pensé aussi à ma relation avec ma meilleure amie, et c'est vrai que ça fait un peu plus de 20 ans qu'on se connaît, et on rigole toujours des mêmes conneries, on se voit peut-être un petit peu moins qu'avant, mais on garde toujours le contact l'une et l'autre, et franchement, voilà, c'est une relation très importante pour moi. Et en fait, j'ai beaucoup aimé la plume de Serena Giuliano. Alors, d'après les avis que j'ai vus, c'est pas son meilleur, mais comme je vous le dis souvent, quand vous voulez, moi, quand je veux découvrir les romans d'un auteur et que je ne sais pas si ça va me plaire ou pas, eh bien, j'en teste un en audio, et si ça passe, eh ben, je poursuivrai les autres. Et donc, avec Felicita, eh ben, c'est ce que ça m'a fait. J'ai adoré la plume de Serena Giuliano. J'ai beaucoup aimé sa voix, qui est très reposante, très chantante. Elle a un accent italien absolument fantastique, qui nous fait nous transporter là-bas. Je me suis très souvent surprise à m'imaginer dans cette villa sur les bords du lac de Côme, à m'imaginer en terrasse, prendre mon café le matin, prendre mon petit déj le matin, en sentant les rayons du soleil me chauffer la couenne. Chose que nous n'avons pas dans le réel, hein, bien évidemment. Donc, ce qui fait que ça me transportait largement en vacances. J'aimerais beaucoup faire l'Italie, j'aimerais beaucoup aller en Italie. On aurait dû aller en Italie, en Sicile, en 2020, mais bon, Covid oblige, nous n'y avons pas été. Mais je ne désespère pas un jour d'aller y poser mes valoches pour visiter ce pays que j'ai vraiment beaucoup envie de visiter et de découvrir. Parce que vu ce que j'en ai lu dans certains livres, eh ben, ça donne franchement envie d'aller s'y promener. Juste une toute petite chose qui m'a dérangée, qui m'a un peu moins plu. Tout au long du roman, il y a quelqu'un qui essaie d'appeler Valentina, un numéro masqué, et en fait, elle rejette systématiquement cet appel. Elle ne veut pas, elle sait pertinemment qui c'est, mais elle ne veut pas lui répondre. Et donc, tout au long du roman, on se demande qui se cache derrière ce numéro. Et ben, la révélation de ce secret, ça a été un petit peu, je dirais, torché en un chapitre. J'ai trouvé que c'était un tout petit peu rapide comme résolution du mystère. J'aurais peut-être souhaité un peu plus que ce soit un peu plus creusé. Mais bon, au-delà de ça, ça m'a absolument pas dérangée. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, très émouvante, très touchante. La relation que Valentina entretient avec Bianca est super, elle est géniale. La relation qu'elle entretient avec le mari de sa meilleure amie, qui est aussi un ami à elle, est très chouette. Franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé aussi les personnages secondaires, toute l'équipe de Valentina, Laura, Flavio, enfin bref, tous les membres de son équipe qui ont joué un rôle
absolument formidable pendant la période où Valentina était pas très en forme, et puis son petit chien qui était trop mimi. Il faut toujours avoir un petit Toto avec soi pour nous permettre d'affronter le quotidien. Enfin, voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je pense que je lirai d'autres romans de Serena Giuliano. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu cette autrice, à me faire des recommandations sur le roman que vous préférez de cette autrice, que je lirai vos commentaires et du coup, je suivrai vos recommandations. Alors ensuite, on va changer complètement de style. J'ai lu la semaine dernière en lecture commune avec mon copain Jérôme, GG Bookin sur Instagram. Je vous mettrai le lien vers son Instagram en barre d'infos. On a lu la semaine dernière en lecture commune donc le dernier roman de Sophie Loubière, Obsolète, paru aux éditions Belfond Noir. Donc ici, dans ce roman, Sophie Loubière, elle a décidé de changer complètement de style et de genre. Sophie Loubière, elle écrit des thrillers, elle écrit des romans noirs, et là, elle a décidé d'écrire un roman d'anticipation, on va dire. On est en 2224, il y a eu ce qu'on appelle le grand effondrement. L'humanité s'est effondrée, et maintenant, le restant de l'humanité vit de manière complètement différente que ce que nous pouvons vivre à l'heure actuelle. Les ressources sont limitées, donc on vit uniquement selon ses besoins. On trie les déchets, on vit selon ses besoins et uniquement selon ses besoins. Chaque individu porte un espèce de bracelet qui régule les humeurs. Il n'y a plus de tristesse, il n'y a plus de colère, il n'y a plus de pulsions meurtrières. On est heureux, mais pas trop. On est joyeux, mais pas trop. Donc, on est... voilà. Tout est aseptisé. Que ce soit la vie quotidienne ou les sentiments, tout est aseptisé. Et afin de garantir la pérennité de l'humanité, la gouvernance, dans sa grande générosité, a décidé de retirer de la circulation, purement et simplement, toutes les femmes atteignant l'âge de 50 ans. Parce qu'il décide qu'à 50 ans, une femme n'est plus bonne à rien. Elle n'est plus bonne à enfanter, et donc elle doit être retirée de la société au bénéfice de femmes plus jeunes et beaucoup plus fertiles. On aime, on adore. Et donc, on va suivre Rachel, qui est justement une femme qui atteint l'âge critique de 50 ans. Elle reçoit son ordre de retrait et elle se prépare à partir vers ce qu'on appelle le grand domaine, ce qu'on explique à toutes les petites filles. À partir de 50 ans, vous allez, quand vous êtes retiré, vous allez dans ce grand domaine des plaines, je crois que ça s'appelle comme ça, et vous vivez votre meilleure vie, tout se passe bien, vous nagez, vous êtes au soleil, vous vous faites draguer par des mecs hyper jeunes, enfin bref, c'est la vie rêvée. Une deuxième vie, somme toute, pour ces femmes de 50 ans. Sauf que, eh ben, Rachel, elle se doute que c'est pas vraiment ce qui l'attend. Hein. Derrière toute la magnifique propagande délivrée par la gouvernance, elle s'imagine bien que la réalité va être tout autre. Mais elle accepte son sort et elle prépare son départ vers ses grandes peines. Son mari et ses enfants sont beaucoup moins joyeux. Ils souffrent d'ores et déjà de son départ. Et son père aussi, également, qui a déjà vu sa première épouse être retirée de la circulation. Et là, de voir sa fille elle-même être retirée, alors que lui a atteint l'âge plus ou moins canonique de 80 ans, bah, ça lui fait un petit peu de peine quand même. On va suivre du coup le quotidien de ce petit village. Et parallèlement à cette histoire de retrait, il va y avoir un mystère dans ce village, un événement qui ne devrait même plus arriver, justement à cause de ces fameux bracelets dont je vous parlais au départ. Il y a un événement qui va se passer
et qui va susciter un petit peu des questions, notamment le mari de Rachel qui va se poser énormément de questions sur cet événement. Et donc, il va mener une enquête comme il va pouvoir, hein, parce que les faits et gestes des gens sont quand même un petit peu surveillés. Et dès que ça sort un petit peu des sentiers battus, il faut demander des autorisations. Donc, pour vous brosser un petit peu le postulat de départ. Alors, j'adore ce que fait Sophie Loubière. J'adore ce qu'elle fait, j'adore ses thrillers. L'enfant au caillou, si vous ne l'avez pas lu. White Coffee, Black Coffee, 5 cartes brûlées, dernièrement que j'ai lu d'elle, que j'ai trouvé absolument génial en termes de thriller. Là, bah, je me suis un petit peu ennuyée. Autant dire les choses comme elles sont. J'ai trouvé la première... Alors, le roman est découpé en plusieurs parties. Et la première partie, j'ai trouvé ça très lent. J'ai trouvé que l'histoire se mettait énormément de temps à se mettre en place. Alors, bien sûr, il fallait vraiment mettre des éléments de contexte. Mais je trouvais qu'il se passait pas grand-chose, en fait. Et... je me dis, bon, alors c'est la première partie. Alors, avec Jérôme, on a eu exactement le même ressenti de bout en bout sur ce roman. Et je me dis, bon, allez, ça va y aller dans les autres parties. On va enclencher la seconde et on va partir. Sauf que, dans les autres parties du roman, c'est exactement pareil. C'est extrêmement lent, il se passe pas grand-chose. On a des éléments de récit, de contexte qui nous sont amenés, qui nous font poser mille et une questions, qui nous font bondir d'horreur. Mais, au-delà de ça, on aimerait bien qu'il y ait un coup de boost. Et malheureusement, le coup de boost n'arrive, à mon sens, pas. Il y a cette espèce d'enquête fil rouge qui donne un semblant d'action, mais c'est noyé, c'est noyé dans tout le reste parce que c'est pas le cœur du sujet. Et puis aussi et surtout, je me suis absolument pas attachée à Rachel. Je la trouve extrêmement froide, extrêmement glaciale. Certes, elle s'est résignée à son sort, mais même une fois qu'elle a été retirée et qu'elle se trouve de l'autre côté, si on peut dire, je l'ai trouvée... je pensais qu'elle allait se rebeller, se gendarmer, crier. Non. Je l'ai trouvée extrêmement... résignée. Elle a accepté son sort. Bon, certes... on nous explique quand même que dans son enfance, elle a toujours été plus ou moins à se poser des questions, un petit peu à contester l'ordre établi, en posant des questions qu'une enfant n'aurait jamais dû poser. Mais, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a gênée chez elle et qui a fait que je me suis pas attachée à elle. Et je sais pas si ça vous fait ça à vous, mais quand vous ne vous attachez pas au personnage principal, on a du mal à adhérer au récit. Et c'est ce que ça a fait avec moi. Alors, il y a des choses quand même qui sont intéressantes dans ce roman. La place de la femme, que ce soit à l'heure actuelle, dans le passé ou dans le futur, c'est toujours les bonnes femmes qui trinquent. Voilà, c'est notre lot, c'est notre croix. Je ne sais pas si ça changera un jour malgré les évolutions de la société. Pour un grand pas franchi, on en recule de 10. Malheureusement, c'est comme ça. L'idée, le message de ce roman, c'est est-ce qu'une femme à 50 ans est définitivement foutue, alors que les hommes de la même tranche d'âge continuent leur vie vaille que vaille. Pourquoi stigmatiser les femmes de 50 ans alors que oui, les changements hormonaux font que potentiellement une nouvelle vie s'offre à elle. Voilà, c'est un des messages aussi qui est véhiculé par ce roman. Mais voilà, j'ai trouvé le récit lent, plat, où il se passe pas grand-chose.
c'est extrêmement... Enfin, pour moi, j'ai trouvé que les personnages étaient extrêmement contemplatifs de ce qui leur arrivait. Alors, c'est peut-être fait exprès, mais moi, il m'a manqué quand même un peu d'action. Mais il y a quand même, voilà, certains très bonnes idées, très bonnes. Il y a quand même des messages qui sont véhiculés dans ce roman. Bon, peut-être sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a tout on nous explique un petit peu ce qui s'est passé juste avant le grand effondrement. Voilà, tous les humains qui pillaient les ressources de la planète sans aucune vergogne, les réseaux sociaux qui étaient, notamment un en particulier, bon, qui n'est pas expressément nommé, mais de la façon dont il est décrit, on devine très bien lequel que c'est, mais voilà, c'est bon, il y a peut-être des messages un petit peu moralisateurs sur notre comportement actuel, qui pourrait très bien nous conduire à un grand effondrement. On n'est pas si loin que ça, hein, entre la réalité et la fiction. Mais voilà, j'ai trouvé que l'histoire était un peu plate et je vous dis, je me suis pas attachée du tout au personnage principal, mais je continuerai quand même à lire les romans de Sophie Laubière que j'apprécie beaucoup plus dans son domaine de prédilection, les thrillers et les romans noirs. Alors ensuite, je vais vous parler d'un roman que j'ai lu pour sa première sortie, il y a une bonne quinzaine d'années. Rappelez-vous, j'ai dû vous parler dans un des numéros des oubliés de Booktube. Je vous mettrai dans le petit ici le lien vers la vidéo. Je vous avais parlé d'un auteur, Jean-Luc Bizien, qui avait écrit, il y a une quinzaine d'années, une trilogie avec un aliéniste, Simon Blumberg, qui menait des enquêtes. Et il y a quelques mois de ça, non, je dis même pas il y a quelques mois, il y a quelques semaines, est sortie aux éditions de l'Archipel la réédition de cette fameuse saga de Jean-Luc Bizien, intitulée Les enquêtes de l'aliéniste, le tome 1, La chambre mortuaire, de Jean-Luc Bizien, donc, aux éditions de l'Archipel. Et c'est donc une réédition de la saga qui était sortie à l'époque dans la série Grand Détective chez 10-18. Et ici, l'auteur a ressorti cette saga, ce personnage, dans une édition augmentée, améliorée par rapport à la précédente. Donc, ici, je me suis replongée avec délices, bonheur et félicité dans ce tome 1 où j'ai retrouvé le personnage de Simon Blumberg, qui est aliéniste, donc, qui soigne des patients qui ont des troubles psychologiques. Et il fait ça chez lui, dans sa propre demeure, et il engage une gouvernante en la personne de Sarah Englewood, qui est une jeune Anglaise qui a débarqué à Paris il y a quelques mois de ça. Et donc, il engage Sarah en tant que gouvernante. Son travail sera principalement d'accueillir les patients, de les conduire vers une salle d'attente, de les introduire ensuite dans le bureau de Simon et de vaquer à ses occupations. Parallèlement à ça, il y a eu ce qu'on peut appeler un cadavre qui a volontairement disparu de la morgue. Et autre chose, on retrouve un jeune homme qui s'est suicidé en se jetant du toit dans le plus simple appareil. Donc, ça fait quand même deux affaires un peu bizarres qui arrivent sur le bureau de l'inspecteur Desnoyers, avec son collègue Raoul Ménard. Ils vont tous les deux mener l'enquête sur ce suicide et sur ce vol de cadavres. Et de fil en aiguille, ils vont se rapprocher
ils vont découvrir quand même que ces deux affaires peuvent être potentiellement liées. Et on va très vite découvrir qu'ils ne sont pas au bout de leur surprise dans cette enquête. Et parallèlement, on suit Sarah qui découvre l'univers de Simon Blumberg dans cette maison absolument incroyable, puisqu'il s'agit d'une maison pyramide. Elle a été pensée comme une pyramide. Il y a un espèce de puits de lumière, il y a beaucoup de choses dans cette maison qui interpellent et qui potentiellement foutent la trouille aussi. Parce que la pauvre Sarah, les premières nuits, a quand même des sueurs froides. Mais très vite, elle voue quand même une admiration envers son patron. Et elle sent bien qu'il y a quelque chose qui cloche, il a quand même un secret, Simon. Et elle va quand même essayer de fouiner pour savoir exactement de quoi il retourne. J'ai adoré retrouver les personnages que j'ai découverts il y a 15 ans. Autant vous dire que je n'ai pas refait de relecture de la précédente édition. Jean-Luc Buzien l'a dit lui-même sur ses réseaux sociaux, il a ajouté ça et là quelques détails, quelques passages. J'ai peut-être pas vu tous les détails, mais j'en ai vu un ou deux quand même. Mais autant vous dire que ce récit n'a absolument pas pris une ride. Moi, j'en ai pris, sans doute que l'auteur en a pris, mais Simon Blumberg et Sarah Inglewood n'ont pris absolument aucune ride. Ce récit n'a pas vieilli. Je me suis régalée avec cette enquête. Je me suis régalée à retrouver ces personnages. Je me suis régalée à retrouver le Paris peu avant l'exposition universelle. Cette ambiance parisienne de cette époque-là, avec les calèches dans les rues, avec ce Paris un peu cracra, un peu sale, dans ces caniveaux un peu glauques, ces quartiers coupe-gorge. Bon, vous me direz peut-être que Paris n'a absolument pas changé à l'heure actuelle. Je ne vis pas à Paris, mais bon, c'est peut-être un chouïa plus propre. Quoique, il y a des fois. Bref. Voilà, j'ai aimé retrouver cette ambiance, j'ai aimé retrouver ces personnages. Il y a quand même certains éléments de l'enquête qui me sont revenus en tête, mais ça, voilà, ça ne m'a pas dérangé. J'ai adoré retrouver cette ambiance, j'ai adoré retrouver ces personnages. J'ai adoré retrouver un personnage que j'avais beaucoup aimé à l'époque et que j'ai retrouvé avec tendresse ici. C'est le personnage d'Ulysse, cet énorme colosse. Voilà, avec son âme d'enfant. J'ai vraiment adoré retrouver ces personnages. Je vous encourage vivement à découvrir les enquêtes de l'aliéniste, que ce soit dans cette nouvelle édition ou si vous avez l'occasion de trouver en occasion les premières éditions de cette série. Je vous en prie, allez-y, lancez-vous. Lancez-vous, découvrez la plume de Jean-Luc Buzien avec cette saga et franchement, je suis sûre que vous aimerez partir à la rencontre de cet aliéniste. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai donné envie de lire les romans que je vous ai présentés. N'hésitez pas vous aussi à me dire ce que vous avez lu la semaine passée. Ça fait toujours plaisir et puis ça donne l'occasion de discuter. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à partager votre instant de visionnage et à vous abonner. Si c'est pas encore fait, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle semaine, de très très belles lectures. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!